Auditeurs, auditrices, internautes, partout où vous nous suivez, bienvenue dans l'émission Exprimez-vous, Afro Diaspo, Exprimez-vous, une émission d'expression libre, comme nous le disons toujours, s'exprimer en toute liberté. Exprimez-vous, une émission qui n'est pas seulement politique, comme je l'ai dit tantôt, une émission d'expression. Nous recevons toujours des invités ici qui viennent d'ailleurs émettre leur opinion, leur avis sur une thématique bien déjà définie. Vous avez vu l'affiche sur les réseaux sociaux, il y a eu des questions, il y a eu des réactions. D'ailleurs, beaucoup ne comprenaient pas la déclaration du professeur Achille Bunjoko, professeur des universités, la déclaration qui disait que la guerre en RDC, en République démocratique du Congo, n'est pas encore un problème public. Beaucoup se sont posés des questions parce que beaucoup ont dit que nous avons vu des manifestations des Congolais en ville. Les léopards aussi ont manifesté. Nous avons vu ceci, cela, voire même en Europe. Et comment le professeur Achille Bunjoko peut dire que la guerre en République démocratique du Congo n'est pas encore un problème public? Donc, qu'est-ce qu'on pouvait faire, nous, exprimez-vous? On s'est dit, ben ouais, qu'on appelle le professeur Achille Bunjoko, qu'il vienne un peu nous expliquer sa déclaration. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Qu'est-ce qu'il veut dire dans la guerre en RDC n'est pas encore un problème public? Parce que nous le voyons, il y a pas mal de Congolais qui se préoccupent parce que nous avons vu des marches à l'interne, voire même à l'extérieur du pays. Nous avons reçu, comme je l'ai annoncé tantôt, le professeur Achille Bunjoko, professeur des universités, chercheur. D'ailleurs, j'aimerais très bien les présenter. Très bien les présenter parce que je suis en face de moi, cher auditeur, cher internaute, d'une personne vraiment que je ne saurais même pas définir. Il est professeur des universités, chercheur en sciences de l'information et de la communication, notamment dans les domaines de l'usage des technologies numériques, de l'anthropologie de la communication et l'espace public. Auteur de plusieurs ouvrages et animateur principal de l'unité de recherche UR34. Mesdames et messieurs, c'est le professeur Achille Bunjoko que je dis bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste, merci. Merci d'abord d'accepter notre invitation. Merci beaucoup. C'est pour moi un plaisir d'être là et d'essayer d'éclairer l'opinion sur ce que j'ai déclaré, notamment la guerre en République démocratique du Congo n'est pas encore un problème public. Je crois que beaucoup de gens se sont préoccupés de cette question-là. Il faudrait quand même qu'on porte une certaine lumière, un éclairage. Je crois que c'est de bon droit que les gens posent des questions et qu'on vienne répondre. Très bien, merci beaucoup. Déjà, je vous signale que nous aurons une séance de 3 émissions. Je l'ai partagée par épisode parce que cette déclaration, on ne peut jamais, auditeurs internautes, les terminer à une émission. C'est vraiment pratiquement impossible. Avant d'abord d'inviter le professeur Achille, j'ai pris le temps de parler avec lui. Et je vous dis, c'est vraiment très profond. Très profond. Et la profondeur de cette déclaration nous a amené à partager, je crois, les explications concernant cette déclaration en 3 épisodes. Nous aurons 3 épisodes qui vont suivre. Et aujourd'hui, c'est la première. Nous allons commencer avec l'explication de la guerre en République démocratique du Congo n'est pas encore un problème public. Les comment, les pourquoi. Par là, le professeur nous a parlé de 6 points qui peuvent expliquer sa déclaration. Le premier point, c'est la guerre est toujours un problème privé à l'est de la RDC. Donc la guerre, toujours un problème privé à l'est de la RDC. Le deuxième point, c'est l'identification pour une définition commune. Ça, c'est le deuxième point qui va expliquer cette déclaration. Le troisième point, c'est la justification ou la légitimation des priorités. Le quatrième point, c'est le cadrage par les médias nationaux et internationaux. Le cinquième point, c'est la popularisation ou la diffusion du problème. Enfin, le sixième point, c'est la mise en politique publique et devenir un agenda politique. Mais on ne pourra pas exploiter tous les 6 points, comme je l'ai dit ici. On aura, comme ces 6 points, on aura 3 épisodes. Par épisode, on aura 2 points à exploiter. Aujourd'hui, nous allons exploiter la guerre, toujours un problème privé à l'est de la RDC, et l'identification pour une définition commune. Professeur Achille Bunjoko, en gros, qu'est-ce qu'on peut d'abord comprendre de votre déclaration avant d'entrer dans les 2 points que nous allons aborder aujourd'hui? Oui, mais merci beaucoup. Je crois que
Il y a 2 points que nous allons aborder aujourd'hui. Le premier point, c'est pour dire que la guerre en RDC est toujours un problème privé. Donc il faut aller dans les factuels, c'est-à-dire dans les faits, dans les comportements des acteurs pour comprendre cette déclaration-là. D'abord, quand on dit la guerre est encore un problème privé, c'est-à-dire que la guerre n'est pas encore rendue publique, c'est-à-dire qu'on ne discute pas au niveau national, on n'a pas des assises où l'Ouest et l'Est, les centres et ainsi de suite, se retrouvent pour débattre de ces problèmes-là. Vous allez comprendre avec moi que tout le temps qu'on a débattu le problème de la guerre de l'Est, c'était toujours à l'Est. Très bien. C'était toujours à l'Est. Il y a eu des symposiums à Goma, il y a je crois des conférences à Mani, à ce que je sache, il y a eu beaucoup de conférences de ce genre. Okay. Mais entre-temps, quand on mettait en place ces assises, vous allez remarquer que la partie de l'Ouest et du Centre se trouvait exclue. C'est-à-dire que c'était un problème qui était exclusivement un problème qui se cantonnait vers l'Est. C'est très important qu'on puisse avoir ces faits-là. Très bien. Ça, c'est autre chose. Quand vous prenez les comportements des Congolais, je ne sais pas si, du point de vue physique, du point de vue géographique, les gens peuvent me dire qu'il y a intégration. Vous allez voir que les routes sont coupées, ainsi de suite. Telles que les routes sont coupées, même du point de vue imaginaire, du point de vue culturel, ça se passe aussi de la même manière. C'est ainsi que vous allez remarquer que ceux qui sont plus vers les centres et l'Ouest disent non, c'est le problème des gens de l'Est. Je vous donne des exemples précis. Il y a l'ancien honorable Lusenge Bonane qui avait fait une déclaration. Il dit voilà, vous les gens de l'Est, nous les députés, les caucus de l'Est, nous étions en réunion, nous avons parlé, mais je ne comprends pas. Voilà. C'est ainsi que les gens de l'Ouest ne nous viennent pas en solidarité. Très bien. Le terme solidarité, c'est très important. Donc même en disant ne nous viennent pas en solidarité, ce qui signifie qu'il coupait les pays en deux parties. Pour comprendre que la guerre était pour eux. Exactement, tu as bien trouvé les termes sur les journalistes. Donc c'était pour eux. Ce n'était pas pour les autres. Et même lorsque vous entrez ici, prenons par exemple la partie à Kinshasa déjà, on vous dira non, mais cette histoire-là de l'Est, vous autres aussi. C'est ainsi que le président Mbosso peut se permettre de dire, vous les députés de l'Est, quittez les groupes armés. Très bien. Donc vous voyez déjà, quand vous prenez tous ces éléments-là, vous comprenez que les problèmes-là, on l'isole des autres parties de la République, dont la République est scindée en autant de parties, et on laisse seulement la partie de l'Est exclusivement avec ces drames. Donc vous l'avez aussi bien dit, que c'est maintenant qu'on a vu des marches, c'est maintenant avec les léopards. Mais avant ça, qu'est-ce qu'il y avait? Avant, il y avait un tabou. Donc on ne pouvait pas parler de la guerre. Je vous donne un autre exemple. L'ancien directeur général de la RTNC, Kolomogne, avait été remercié justement pour ça. C'est-à-dire que c'était un tabou. Et lorsque le problème devient un tabou, en ce moment-là, il n'entre pas dans l'ordre public, il entre dans l'ordre privé. On les privatise, c'est-à-dire que c'est comme une histoire dans une chambre, et dans cette chambre-là, il n'y a qu'une catégorie de personnes qui y entrent. Et nous allons plus loin. Quel est le comportement? Qu'est-ce qu'on réserve comme traitement à ceux qui pouvaient se poser la question sur la guerre de l'Est? Vous savez que c'était des châtiments. On ne pouvait pas en parler, c'était un tabou. Donc c'est-à-dire que tout le monde se sentait exclu. Donc on nous a mis, et c'est quoi exactement? On nous a mis dans une certaine peur. Avec tous les services de l'État, on nous a mis dans une certaine peur pour que nous ne puissions pas en parler. Et ne pouvant en parler qu'une catégorie de personnes bien données. Et à ce prix-là, la guerre n'était pas un problème qui était national, mais ça devenait un problème pratiquement qui fragmentait les pays. C'est ainsi que
Quand Charles Onana est arrivé, par exemple, il a dit, lorsqu'il a été reçu par Top Congo, il dit, maintenant la guerre est en train de devenir une guerre nationale. Mais quand vous dites maintenant la guerre est en train de devenir une guerre nationale, qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est qu'avant, ce n'était pas une préoccupation nationale. Donc c'était une préoccupation privée. Dites-moi quelles sont les assises en dehors des assises des Goma ou ailleurs où on a appelé toute la République pour discuter sur ça. On peut aller plus loin. Maintenant que je vous parle, je parle en français. Très bien. Et c'est déjà une langue d'exclusion pour une certaine catégorie. C'est-à-dire que la foule ne saura pas bien appréhender ce que je dis. Peut-être ne va pas comprendre ce que j'ai dit. C'est déjà aussi un élément de fragmentation. Donc, il y a une fragmentation géographique. Très bien. Entre ceux qui sont de l'Est, qui croient que c'est leur problème. Il n'y a qu'eux qui peuvent en parler. Il n'y a qu'eux qui peuvent trouver des solutions. Les autres ne peuvent être que solidaires alors que c'est la même République. Donc, ça ne devient pas un problème que tout le monde débat, un problème sur lequel tout le monde discute, mais ça devient un problème d'une catégorie donnée de la population, notamment les gens de l'Est, notamment les autorités, ainsi de suite. Mais la question sur la guerre, enfin, d'ailleurs, moi, j'aime pas qu'on dise que la guerre est de l'Est et la RDC. La question sur cette guerre est peut-être débattue. Même ici à Kinshasa, nous avons vu même dans des différentes émissions de nos confrères, il y a toujours des questions qui sont débattues, des problèmes de l'Est qui sont toujours débattus dans des différentes émissions. Ce n'est pas ça aussi être aussi un problème public. Quand Kinshasa s'occupe aussi d'une manière ou d'une autre de ce qui se passe à l'Est, c'est déjà en quelque sorte un problème public. De quel Kinshasa vous parlez? Il ne faut pas parler de Kinshasa périphérique. Là, vous risquez de m'emmener vers déjà sauter vers d'autres paramètres, d'autres déterminations. Donc, au moins, quand vous dites que le problème est débattu, je vous dis que le directeur de la RTNC, Kolomoni, avait été remercié pour avoir évoqué ce phénomène-là. Et c'était débattu où? On ne pouvait pas. Je peux encore vous donner un autre exemple. M. Freddy Moulumba, qui avait mis en place des émissions sur Télé 7 où il parlait de la balkanisation. Il a été coupé. Je crois que c'est qui vous avez été avec moi à l'IFASI, je crois que je vous ai vu à l'IFASI. Très bien. Il a encore fait cette déclaration-là. Il dit voilà, nous avions commencé pour sensibiliser la population sur la balkanisation, comment les anglo-saxons mettaient en place ces systèmes-là de balkanisation. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Finalement, on a dit couper toutes ces émissions-là et on a dit non, messieurs, vous devez arrêter et de manière assez polie. Il y a eu des ambassadeurs, mais pourquoi vous parlez de ces problèmes-là? Pourquoi vous devez vous préoccuper de ça? Vous n'avez pas autre chose à faire, il faut faire attention. Et lorsqu'on regardait, on distille même la guerre et la peur pour que les gens ne s'en préoccupent pas. Il ne faut pas parler de problèmes périphériques. Qui on parle? Est-ce que dans les... Je vais encore plus loin parce que tous les éléments se mettent encore ensemble. Oui. Dans les agendas de politique, avez-vous déjà vu les politiques appeler la crème pour dire qu'est-ce que nous faisons pour que tout le monde se soude? Et c'est la première fois qu'on a vu cette manifestation-là de tout le monde, l'élite, les joueurs, la population. Mais avant ça, vous avez déjà vu les gens marcher. Donc c'était compliqué. C'était compliqué. Donc en ce moment-là, la guerre ne devient pas une préoccupation pour tout le monde. Moi, tout ce que je vous dis là, c'est parce que je mène des études. Très bien. Il y a une étude que j'ai pu diligenter pour savoir, en termes de représentation, en termes d'imaginaire, qu'est-ce que les autres citoyens qui ne sont pas de l'Est pensent de la guerre à l'Est. Ils vont vous dire, non, mais nous, cette histoire-là, on ne connaît pas. Non, cette histoire-là. C'est pour cela, M. Alinguetti, aux États-Unis, pouvait se permettre de dire, non, écoutez, la guerre, c'est à 2000 km. Nous, à Kinshasa, on voit ça à la télévision. Très bien. Alinguetti, c'est un personnage public. Donc, nous voyons ça à la télévision, à des milliers de kilomètres. Mais à Kinshasa, non. Donc, en République démocratique du Congo, il n'y a pas guerre. Donc, vous voyez cette déclaration-là. Donc, par là, on peut très bien comprendre que, parce que vous avez fait allusion à l'ancien directeur général de la RTNC, vous avez fait aussi allusion à Gilles Alinguetti de l'IGF.
par là, on peut très très bien comprendre que la guerre n'est pas un problème public, votre affirmation, c'est parce que les listes ou les dirigeants congolais ne veulent pas les rendre un problème public. En d'autres termes, les dirigeants congolais freinent que la guerre de l'Est soit un problème public. Justement, c'est-à-dire que les dirigeants, l'élite est là pour donner l'impulsion. L'élite est là pour éclairer. Mais il n'y a personne. Donc tout est étouffé. Tout est étouffé. C'est ainsi qu'aujourd'hui, on parle de l'omerta, du silence. C'est étouffé. Mais quand c'est étouffé et quand personne n'en parle, quand on ne discute pas, quand on n'en fait pas un problème de tout le monde, quand on n'en fait pas une cause commune, où tout le monde est emballé, où tout le monde peut amener ses idées, là, ça devient un problème privé. Privé de qui? Des gouvernants. Très bien. Privé de qui? De gens de l'Est par rapport à ceux de l'Ouest. Quand je parle des gouvernants, c'est des gouvernants par rapport aux non-gouvernants. Privé, les problèmes de l'Est par rapport à ceux qui ne sont pas de l'Est. Comment on peut nous demander la solidarité dans un même pays? On nous demande la solidarité pour un problème qui nous concerne, pour une partie de notre pays. Quand on vous demande la solidarité, c'est qu'il n'y en a pas. Quand Lusenge dit que tout le temps, vous sollicitez la solidarité, vous dites que les gens de l'Ouest, les gens du centre ne sont pas solidaires avec nous. Pourquoi il le dit? C'est parce que justement, on a senti que quelque part, les gens du centre et de l'Ouest se sont retirés. Et c'est quoi la faute? Il n'y a pas de la sensibilité ou la sensibilisation, si je peux le dire comme ça, que l'Ouest, le Sud, le Nord n'est pas sensibilisé à la cause de l'Est, ou bien la guerre de l'Est ne vend pas, ou bien les dirigeants petits comme ça ne vendent pas la guerre de l'Est pour que ça devienne un problème public. Lorsque je ne sais pas si vous avez déjà vu un gouvernant qui a demandé aux universités de réfléchir sur ça. Je ne sais pas. Moi, je suis dans le schéma universitaire. Je peux aussi émettre un point de vue. On ne l'a jamais vu. Une étude pour dire, donc, écoutez, vous les scientifiques, dites-nous c'est quoi exactement, comment la chaîne doit être maintenue pour que cette guerre-là devienne la préoccupation de tout le monde. On peut aller plus loin. Quand je suis entré ici, votre technicien a dit non, nous à l'Est, on est déjà habitués. Très bien. Et à l'Ouest, ils sont habitués à quoi? À l'Ouest, ils sont habitués à quoi? Parce que c'est la même population, la population congolaise. Il dit qu'à l'Est, nous, on est déjà habitués. OK. Et j'ai dit, il ne faut pas s'habituer avec des mauvaises choses. Ça, c'est très dangereux. Il ne faut pas s'habituer avec des mauvaises choses. Mais quand vous dites que nous sommes déjà habitués, et à l'Ouest et au centre, on est habitués à quoi? Donc, à autre chose que la guerre. Parce que déjà ici, dans votre studio, sur votre chaîne, vous sentez qu'il y a des catégories d'individus. Déjà ici, il y a ceux qui sont habitués à la guerre et ceux qui entendent parler de la guerre de loin, comme à Lingeti, à 2000 km. Donc, en ce moment-là, est-ce que vous faites chemin ensemble en ce qui concerne la guerre? Je ne crois pas. Et le problème, c'est quoi? Ce n'est pas parce que les gens de l'Ouest n'ont pas aussi des familles là-bas à l'Est qui peuvent aussi plaider à leur cause. Parce que nous voyons les gens qui sont à l'Est, ça leur touche premièrement parce qu'ils vivent là-bas, ils sont face à ça. Mais à l'Ouest, c'est comme si, parce que la population de l'Ouest, du Sud ou du Centre n'ont pas la famille aussi qui sont touchées. Ce n'est pas ça aussi le problème. Parce que quand on n'a pas la famille la famille qui est touchée, ça diminue un peu de l'affection. C'est comme si l'oncle de votre papa est décédé. C'est différent si c'est votre frère qui est décédé. Là, en voyant l'approche, l'affection, ce n'est pas aussi le problème qu'il n'y a pas vraiment trop d'affection de l'Est à l'Ouest, du centre à l'Est et du Sud aussi à l'Est. Mais justement, quand vous dites qu'il n'y a pas d'affection, justement, vous êtes en train de confirmer que la RDC est fractionnée. Comment on ne peut pas avoir de l'empathie avec la souffrance des autres? En fait, le vrai problème, c'est quoi? Qui doit mettre à notre disposition cette souffrance-là? Il y a ce qu'on appelle la souffrance à distance. Et ce sont les médias qui nous amènent cette souffrance à distance pour que nous puissions communier avec les autres. Mais maintenant, même cette souffrance à distance-là, les chaînes congolaises se taisent.
Parce que tout le monde a eu peur. C'est peut-être maintenant qu'on commence un peu à en parler. Je ne voudrais pas entrer dans les cadrages de médias, là c'est déjà autre chose. Donc j'ai fait 2 études. Il y a l'étude sur pour suivre les médias internationaux. Et ensuite, il y a une autre étude sur la sociologie des communicateurs, ceux qui passent sur les chaînes YouTube, des choses comme ça. Qu'est-ce qu'ils disent? Tout le monde demande la mobilisation. Tout le monde demande... Non, nous devons nous mobiliser. Nous devons être debout. Donc, c'est que, d'abord, 1, on n'est pas mobilisé. 2, on n'est pas debout, on est assis. Donc, vous voyez, est-ce que vous sentez que dans nos comportements, on est en face d'une guerre? Je reprends cet exemple-là. Le président Macron arrive. Tout le monde était vent debout. Il arrive à minuit. N'est-ce pas? Très bien. Il est en face du président, il s'engueule. Tout le monde voit, c'était chaud. On dit, ok, ça y est. Et le soir, un ministre, un musicien congolais, avec le président français. Ça, vraiment, vous dites que c'est un... Bon, quel est l'exemple qui en sort? Quel est l'exemple qui en sort? Ce n'est pas que les Congolais est un peuple hospitalier. Attendez, l'hospitalité dans les malheurs des autres. Donc vous faites de malheur des autres l'hospitalité, s'il vous plaît. Là, on doit s'arrêter net. On devrait chercher la compassion. L'hospitalité ne signifie pas qu'on doit s'afficher. Là, c'était un affichage, une exubérance ostentatoire. Là, c'est très dangereux. C'est très dangereux. Donc vous voyez, quand on parle des problèmes de l'Est, c'est-à-dire que c'est fractionné, même lorsque vous entrez dans les débats politiques, vous sentez que les gens de l'Est ne se sentent même pas solidaires des autres. Prenons l'intégration physique. Déjà, l'intégration physique devait faire en sorte que les gens se fréquentent, des choses comme ça. La SNCC ne marche plus, les routes ne sont pas là. Donc les gens sont cloisonnés chez eux. À Kinshasa, ici, qu'est-ce qu'on dit? C'est de ceux qui viennent d'ailleurs. On dit Baouta, des choses comme ça. Vous voyez, tous ces termes-là disent effectivement qu'il y a une autre tribalité qui se crée. Donc, on doit encore forcer l'identité nationale, on doit encore forcer le patriotisme, ainsi de suite. Je donne un autre exemple. Comte de Villa Kikanda, très apprécié à Goma. Il est du Congo central. Très bien. Il est du Congo central. Donc, vous voyez, depuis qu'il est parti de là, qu'est-ce qui arrive? C'est-à-dire que les autres se sont retirés aussi. Donc, en fait, pour dire que ces problèmes-là, en termes de privatisation, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de débat. C'est-à-dire que la guerre a fracturé la RDC en plusieurs éléments distincts. Et s'il faut, parce que vous avez très bien dit, il y a que des dénonciations et tout. Maintenant, vous, étant que scientifique, vous menez des recherches pour trouver la solution. S'il faut trouver la solution à ces premiers points, la guerre, toujours un problème privé en RDC. S'il faut trouver la solution là pour relier les coins, relier l'Est à l'Ouest, le Nord au Sud, que doivent faire les dirigeants, que doivent faire les gouvernements, que doivent faire l'élite pour qu'aujourd'hui, l'Est, les problèmes de l'Est soient aussi les problèmes de l'Ouest, que ce soit aussi les problèmes du Nord et du Sud, et aussi du Centre. Que doit faire le gouvernement pour relier ces 4 coins du pays? Que fait le gouvernement lorsqu'il y a un match de football? Donc c'est l'unité nationale. Mes excuses, et l'unité nationale, ça se crée. L'unité nationale, on la stimule. Il faudrait, lorsque nous avons eu, lorsque Mouzé était là, il y a eu guerre. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a lancé un appel. Donc, il y a dans chaque communauté ce qu'on appelle des leaders. Que font les leaders congolais? Les leaders congolais, nous y allons, pour s'empêcher la discussion, c'est distribuer des torts. Très bien. Non, il y a guerre parce que tel est ami à tel. Il y a guerre parce que ceci, c'est le deal de. Il y a guerre parce que tel veut balkaniser les pays. Mais vous voyez, avec tel autre. Donc c'est ça. À part la distribution des torts et des cartes, les gens ne se mettent pas ensemble pour la guerre, pour une cause commune. Les gens ne se mettent pas ensemble pour ça. Les gens sont suffisamment divisés. C'est ainsi qu'on dit qu'il faut qu'on se mobilise et ainsi de suite.
Donc, justement, c'est lorsque devant une cause commune que les gens qui sont censés prendre la parole ne les font pas, là, ça pose un problème. Donc, il y a autant de leaders qui sont ici et qui sont ailleurs qui peuvent prendre la parole. Si vous n'en avez pas, vous les recrutez. Très bien. Vous les recrutez. Donc, c'est ces gens-là qu'on appelle entrepreneurs des causes. Le pape François, arrivé ici, il a parlé de ce malheur-là. Il a demandé qu'on enlève, que ces gens-là qui sont à la base de cette situation enlèvent leurs mains. Ça veut dire quoi? Donc lui, c'est par rapport à nous. Il n'est pas congolais. Donc, en d'autres termes, si il y a autant de gens qui sont des entrepreneurs, des causes, qui mobilisent, donc les gens dont la parole compte, qui disent « Ok, maintenant nous sommes... Ça suffit, on se met debout. » Regardez ce que le léopard a fait. Ça circule à travers le monde entier. C'est-à-dire qu'on ne peut pas continuer à regarder avec beaucoup de distractions ce qui se passe à l'aide, comme si c'est trop loin, 2000 km comme on l'a dit. C'est-à-dire que ceux qui ont la parole, c'est pour qui la parole compte. Ceux qui mobilisent doivent mobiliser. Regardez, je suis allé plus loin. J'ai posé la question au pasteur. Pasteur, combien de fois avez-vous prêché pour dire que la Bible demande qu'on puisse défendre sa patrie, sa terre? Combien de fois? Mais qu'est-ce que les pasteurs qui sont des leaders d'opinion, qu'est-ce qu'ils racontent? Ils ont raison. Je n'ai rien contre les pasteurs, mais ils racontent quoi? Aller en Europe, aller aux USA, mariage, ainsi de suite. Oui, ils ont raison. Les gens ont besoin de mariage, oui, c'est tout à fait normal. Mais cette guerre-là qui nous endeuille, combien de pasteurs qui en parlent? Combien? On peut faire, donc on peut prendre toutes les catégories de leaders dans plusieurs domaines. Domaine religieux, domaine, je ne sais pas quel domaine. Vous allez remarquer qu'il y a un vide pour nous faire sentir que nous devons faire cause commune avec ceux de l'Est. Donc il y a un vide. Vous avez parlé ici des entrepreneurs de cause, vous avez cité le pape François. Il y a aussi récemment aussi Charles Onana qui était aussi ici. Il y a aussi Alain Foka qui parle des problèmes de la République démocratique du Congo. Mais les Congolais s'inquiètent. Sur les réseaux sociaux, les Congolais disent ils viennent ici pour leurs propres besoins, pour chercher de l'argent. Il y a même à la venue du pape, d'autres disaient qu'il est venu prendre la quantité d'or pur. Il y a même, on parle de Charles, on est venu chercher l'argent ici au Congo, que le Cameroun n'a pas encore résolu tous ces problèmes, qui s'occupe des problèmes de son pays qui est le Cameroun. Est-ce que par là aussi on peut comprendre que la population d'une manière ou d'une autre a raison de protéger aussi sa richesse? Protéger sa richesse, ce n'est pas en laissant les autres mourir. Non, je ne crois pas. On laisse les autres. En fait, la population congolaise a peut-être raison en ce qui concerne la promotion exotique. Ce sont les autres qui s'occupent de nos problèmes, pas nous-mêmes. Pourquoi? Et aussi ont déjà les problèmes chez eux. Pourquoi ils ne peuvent pas aller chez eux s'occuper de ce qui, de leurs oignons, si on peut s'exprimer comme ça? Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais lorsque vous avez 10 millions, 500 000 femmes violées, je crois que ça dépasse tout entendement. Ça dépasse tout entendement. Mais déjà à l'époque d'Aimé Césaire avait été un entrepreneur des causes pour la RDC, je crois, si je ne m'abuse pas, avec un ouvrage, une saison au Congo. De quoi il parlait? Toujours de ce genre de drame. Donc vous ne pouvez pas empêcher quelqu'un qui a cette humanité, parce que l'humanité s'étend là où il y a tous les hommes. Ça, c'est un. Donc les entrepreneurs des causes, on peut, je le dis et je le répète, on peut les recruter partout, pourvu qu'ils défendent la cause que vous trouvez noble. Donc on peut les retrouver partout. Les Congolais ne seront pas partout à la fois. Les Congolais ne sont pas forts partout à la fois. Mais qu'est-ce qu'il faut? On peut trouver d'autres personnes qui peuvent nous aider afin que nous arrivions au résultat. Quelle est la cause? Qu'est-ce que nous cherchons? Que ce qu'on appelle les silences s'arrêtent, que les tueries s'arrêtent, que tout le monde
fasse route avec nous. Toutes les tueries doivent s'arrêter. Ces drames-là doivent s'arrêter. Ok, mais maintenant, supposons qu'il y ait incendie, quelque part, chez les voisins. Qu'est-ce qui arrive lorsqu'il y a incendie? Mais toutes les velléités de séparation s'arrêtent. Même si dans la maison, tout le monde se battait, tout le monde s'arrête. Tout le monde s'arrête. Et qu'est-ce qu'on fait? On porte d'abord secours. C'est ça. Vous ne pouvez pas perdre, même si, moi j'ai dit un peu, je ne sais pas comment je vais m'exprimer, je l'ai dit de manière peut-être brutale. J'ai dit à certaines personnes, messieurs, remercions ces gens-là qui viennent parler de nous, qui viennent nous réveiller. Pendant plus de 18 ans, nous n'avons jamais parlé de ça. Pendant plus de 18 ans, nous avons tourné les regards ailleurs. Pendant plus de 18 ans, pendant plus de 30 ans, nous ne vivons que ça. Mais au moins certaines personnes viennent nous dire, stop Congolais, regardez ce qui se passe. Mais je crois que ces gens-là sont à louer. Mais maintenant, sur l'aspect financier de leur travail, un écrivain, Charles Onana, c'est un écrivain. C'est un journaliste d'investigation. Vous lui demandez quoi? Il fait son travail. Vous ne pouvez pas l'empêcher d'aller où il veut pour faire son travail. Vous ne pouvez pas. Il le fait. Il a cette liberté de mouvement-là. Il sort ses résultats. Mais maintenant, la consommation, si nous trouvons, c'est parce que nous avons trouvé que ce qu'il met à la place publique, nous pouvons les consommer. C'est ainsi que nous l'avons accueilli. C'est tout à fait normal. On lui a posé la question, pourquoi pendant tout ce temps, vous ne veniez pas? Il a dit quoi? Non, mais attendez. Vous voulez que je vienne pour qu'on vienne me tuer? Pendant 18 ans, qui était votre chef d'état-major de l'armée? Donc, vous voyez à peu près. Donc, quelque part, le moment est venu pour que nous puissions relier toute la chaîne de ce qu'on appelle la chaîne de la causalité pour que la guerre devienne un problème public. Donc, il y a autant d'exemples. Autant d'exemples. Moi, j'ai diligenté des études, des analyses dans certaines parties du pays pour savoir où il n'y a pas, en fait, ces problèmes. Mais regardez maintenant, comme nous sommes dans les sommeils, qu'est-ce qui arrive? Vous suivez, on dit que le pays est encerclé par le Rwanda, par exemple. Vous avez des Rwandais qui sont à Brazzaville, les Rwandais, tout ça. Mais pourquoi on ne peut pas nous dire aux Congolais, il faut faire attention parce que le pays est en danger. Regardez sur les plans géostratégiques et géopolitiques ce qui se passe. Et pourquoi on ne peut pas dire à tous les Congolais ce qui se passe à l'Est, c'est tel problème, que tout le monde puisse le savoir. Donc là, c'est le deuxième volet, la définition même de la guerre. Pourquoi nous tous, nous pouvons nous mettre debout pour qu'il y ait guerre? Très bien, j'aimerais que nous entrons directement dans ce deuxième point. Je crois que les premiers points, nous avons déjà beaucoup parlé. L'identification pour une définition commune. Qu'est-ce que vous attendez par là? Ok. Une définition commune, c'est-à-dire que nous devons savoir pourquoi cette guerre et pourquoi on doit se battre. Très bien. Vous ne pouvez pas aller en guerre comme ça sans savoir pourquoi. Il faudrait qu'on puisse vous mobiliser, on vous mobilise en vous disant exactement qu'est-ce que ça signifie. On nous a déjà dit, c'est seulement aujourd'hui que les gens commencent à dire, non, vous voyez cette guerre-là, elle a commencé depuis très longtemps, ce sont les Occidentaux, les Anglo-Saxons, les Américains, et voilà, qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils veulent la balkanisation, d'ailleurs la balkanisation qui a commencé déjà, les velléités de balkanisation qui ont commencé déjà même à l'époque de Léopold, ainsi de suite, mais on ne nous enseigne même pas ça. On ne nous enseigne pas ça. Regardez comment les gens vont se mettre dans l'attitude de savoir que nous sommes en guerre, que tout le monde veut avoir quelque chose chez nous et répartir et nous dépouiller. On ne le dit pas. Qui doit le dire? Qui doit définir? Qui doit donner une orientation? Qui doit donner l'orientation? Ce n'est pas le gouvernement ou les dirigeants, on peut dire en général. Il y a les gouvernants, c'est vrai, mais il y a aussi l'élite. Mais il ne faudrait pas que cette élite soit étouffée. C'est très important. Si l'élite est étouffée, on ne saura pas arriver à une définition. Pour arriver à une définition, il faudrait que les gens discutent. Si les gens ne discutent pas, il n'y aura pas une définition commune. Vous aussi, étant que professeur, vous êtes scientifique, combien de conférences avez-vous déjà animées pour cette cause, pour rendre ces problèmes publics? Combien d'ateliers avez-vous animés pour rendre cette guerre publique avec vos étudiants?
combien avez-vous déjà parlé aux étudiants pour rendre cette guerre publique? N'est-ce pas, vous avez aussi une part de responsabilité que vous ne remplissez pas? Ok. La responsabilité peut être partagée au niveau individuel et collectif. Moi, je mène des études. Très bien. Je mène des études sur le plan communicationnel où nous entrons dans ce qu'on appelle la sociologie de l'espace public, qui m'amène à suivre tant les comportements, la participation citoyenne, les discours qui circulent sur l'espace public, sur la vie du vivre ensemble. Donc je suis tous ces deux. C'est ainsi que je suis arrivé à ces résultats-là. Et ici, je suis venu faire quoi? C'est-à-dire que ce que je raconte maintenant, ce que je dis maintenant, a plusieurs vocations. Il y a une vocation scientifique, il y a une vocation pédagogique, il y a une certaine sensibilisation. C'est-à-dire que je porte à la connaissance de tout le monde ce qui empêche aux Congolais de briser les silences, de briser l'omerta. En fait, mon travail se situe dans une chaîne. Les autres ont parlé de la guerre qui sévit. Ils ont parlé du silence de tout le monde. Moi, je me pose la question de savoir comment briser ces silences. Pour briser les silences, il faudrait que nous puissions mettre une bonne chaîne de causalité avec les 6 points tels que vous les avez énumérés. Et ce sont ces 6 points-là qui vont faire toute une chaîne. Ce sont ces 6 points-là. Donc, il faudrait qu'on sache. Il faudrait que tout enfant congolais puisse savoir, puisse étudier à travers l'histoire. Si je vous demande aujourd'hui combien d'heures d'histoire par semaine, vous allez voir, c'est peut-être 2 heures par semaine. Et quelle histoire? On va vous raconter l'histoire de Napoléon, des choses comme ça. C'est pas moi. Par là, vous voulez que les Congos puissent changer même le système éducatif? C'est-à-dire que le système éducatif répond aux besoins de la société. Très bien. Comme ça répond aux besoins de la société, il faudrait que ça soit adapté. Il ne faudrait pas qu'il y ait une adéquation entre le système de la société et les attentes de la société. Là, c'est une aberration. Donc, vous voyez, moi, je suis arrivé à ces résultats-là. Je mets à la disposition de la communauté ces résultats. Il faut faire attention. Pour qu'on puisse briser ce qu'on appelle les silences, ce qu'on appelle l'omerta, il faudrait que vous puissiez savoir que quelque part, on nous attend. Quelque part, nous devons avoir une conduite qui fera en sorte que nous puissions arriver aux résultats escomptés. Et il faut, dans la définition dont je parle, il faudrait qu'on dise qu'est-ce qu'on veut. Et comme la guerre vient des voisins, il faudrait qu'on nous dise qu'est-ce que nous voulons et comment nous devons vivre avec les voisins. C'est très important. Je vous donne un petit exemple de l'Est. Il y a ce qu'on appelle Nyumbakumi. Très bien. C'est un système justement pour faire en sorte que chaque citoyen, ou les citoyens se surveillent. Après 10 maisons, les autres aussi. Donc il y a des gens qui suivent le mouvement de tout le monde. Mais c'est un bel exemple qu'on peut transporter de ce côté-là pour l'amener ici. Pour qu'on sache qui est qui fait quoi, et ainsi de suite. Donc vous voyez, la définition de pan et du gouvernant et de ceux qui ont les savoirs. Donc c'est un mélange. Ce n'est pas simplement les gouvernants, mais les gouvernants et ceux qui ont les savoirs. Je vous dis par exemple, Mobutu, pour mettre en place le MPR, très bien, il a dû consulter les universitaires qui étaient à Louvagnon, en train d'étudier. Ce sont eux qui lui ont dit, Monsieur le Président, voici ce qu'il faut faire. C'est ça. Est-ce que vous pouvez... Donc vous voyez, on doit avoir des assises où tout le monde est convié, on discute, on sort une définition commune, on sort un élément essentiel pour tout le monde afin que ça donne une certaine orientation. C'est ce qu'on appelle... Donc la guerre n'est pas simplement armée, la guerre c'est aussi... a aussi un aspect de sens. La guerre a aussi un aspect de sens. Quel est l'essence que nous donnons à cette guerre-là? C'est la grande bataille que nous avons. Très bien. On va revenir, mettons une petite pause. Je crois que le général Hugo est ensemble avec moi. On met une petite pause et on va revenir pour continuer et terminer en beauté cette émission. Et général Hugo.
Très bien, très bien. Nous sommes là de retour. Nous sommes là de retour. Continuons cette émission riche en thématiques. J'espère, vous qui nous suivez déjà depuis le début, vous comprenez au moins très bien. Le professeur Achille Bunjoko essaie de descendre vraiment de plus bas pour faire comprendre à toute la population sa déclaration. Nous les comprenons ensemble avec vous. S'il y a des questions, n'hésitez pas de nous écrire en commentaire, des préoccupations aussi, votre réaction ici. Donc, si vous avez à réagir, en gros, écrivez-nous ça en commentaire. L'émission est en 3 épisodes, comme je vous l'ai dit tantôt. Donc, ça nous permettra à la deuxième épisode de ramasser toutes vos questions, préoccupations. D'ailleurs, avant de commencer l'émission prochaine, de vous répondre d'abord et avancer. Qu'est-ce que nous voulons, nous, Afro-Diaspo? Nous voulons que la paix règne en République démocratique du Congo. Et notre apport, c'est ce que nous faisons maintenant. Appeler les scientifiques, appeler ceux qui réfléchissent. Pas seulement émissions politiques, discutons beaucoup d'écrits. Non. Nous voulons d'abord réfléchir de plus profond de nous, faire au moins sortir comme tout ce que les professeurs venaient de dire ici. C'est vraiment très important. On continue, comme je l'ai dit toujours, l'identification pour une définition commune. Professeur Achille, vous avez très bien parlé. Il faut d'abord expliquer c'est quoi la guerre. Il faut d'abord expliquer les concepts. Il faut d'abord clarifier la population, le problème qui nous dérange pour le moment. Et il y a, vous, je l'avais dit aussi tantôt, vous êtes des scientifiques. Vous êtes professeurs des universités. Entre vous, professeurs, vous êtes payés par l'État, rémunérés par l'État. Parce que vous pouvez dire que non, l'État ne nous finance pas, on n'a pas assez d'argent. Entre vous, professeurs, pourquoi pas cotiser aussi l'argent? Passer d'une université à une autre pour au moins expliquer à la population, d'abord la population estudiantine. Si au moins l'étudiant comprend tout ce que vous dites aujourd'hui, il ira aussi à la maison parler à son père, à ses frères et à ses sœurs. Si nous voyons la population des étudiants au Congo, c'est quand même une population qui est quand même significative. Dans votre côté, certes, il y a des gouverneurs, vous êtes aussi élite, professeurs des universités. Entre vous, pourquoi pas vous sensibiliser d'abord entre vous, vous qui connaissez très bien la cause de notre pays, expliquez d'abord aux étudiants, parce que ce sont des étudiants qui vous écoutent d'abord le mieux possible. Expliquez d'abord les étudiants. Si dans chaque université vous faites ce genre de conférences, vous ne voyez pas, ça sera aussi de l'apport de votre côté pour finir cette guerre à l'est de la République du Congo. Oui, tout à fait. En fait, l'université aussi a vocation d'être au service de la communauté. Justement, en fait, il y a la responsabilité collective, il y a la responsabilité individuelle. Moi, personnellement, je me lance dans ce débat d'explication à partir de mes recherches, justement pour participer à la sensibilisation. Donc, ce que je fais là, c'est aussi de l'animation pour que les gens comprennent. Ce que je fais là, c'est pratiquement une campagne pour que les gens comprennent de quoi s'agit-il. Donc, lorsqu'on dit, pour revenir là où nous sommes arrêtés, l'identification du problème. Vous savez, même l'Est là, c'est maintenant que les gens commencent à se rendre compte que c'est suite aux richesses qui sont là-bas que les gens se battent. C'est suite à ces richesses-là que les gens nous en veulent. C'est maintenant. On ne l'a jamais dit. On ne sait même pas exactement. Parce que les gens ne savaient même pas exactement de quoi s'agit-il. Les gens ne comprenaient pas trop bien. C'était si les gens pouvaient se permettre de dire votre histoire là de l'Est. Donc on doit identifier les problèmes. J'ai suivi le ministre Paluku. Julien Paluku de l'industrie. Il a dit une excellente chose. Vous voyez, là, moi j'ai été gouverneur, je crois, pendant plus de 10 ans. Je vous rassure que le problème de l'Est a 3 composantes. Il dit qu'il y a la composante politique, il y a la composante économique et il y a la composante démographique. Donc vous voyez à peu près ce qu'il dit là. Est-ce que pendant tout ce temps-là, ces composants-là n'existaient pas? Il dit, si vous voulez comprendre cette histoire-là de l'Est, si vous voulez comprendre les rapports entre les autres pays et nous, mettez tous ces rapports-là, donc démographiques, économiques et politiques. Donc c'est l'hégémonie politique, l'hégémonie économique
Et ensuite, la recherche de l'espace vital qui amène ce genre de drames à l'Est. Donc, en d'autres termes, est-ce que ces éléments-là, on ne peut pas les mettre à la disposition de tout le monde? C'est-à-dire, pour mettre à la disposition, il faut une politique commune qui définit. Vous et moi, nous ne définissons pas la politique commune. Nous influençons la politique. C'est ce que je fais. Moi, en tant qu'individu chercheur, de par ma responsabilité, je me suis dit que je dois m'élever, je dois dire les choses, je dois partager ce que j'ai trouvé. Que pour arrêter l'omerta, pour arrêter les silences, il faudrait que la chaîne de causalité se mette debout. Il faudrait que tout Congolais comprenne de quoi s'agit-il exactement. Tout le monde n'appréhende pas cette guerre-là. Tout le monde ne connaît pas les causes. Tout le monde ne connaît pas les tenants et les aboutissants de cette guerre-là. Donc il faut expliquer à tout le monde. Ce qui signifie que n'importe quel individu de ces pays, par solidarité nationale, par patriotisme, doit savoir exactement de quoi s'agit-il. Lorsque Paluku dit des causes politiques, il faudrait qu'on explique de quoi s'agit-il lorsqu'on parle de causes politiques. Lorsqu'il dit des causes économiques, il faut qu'il dise de quoi s'agit-il sur le plan économique. Lorsqu'il parle de causes démographiques, il faudrait qu'on sache de quoi exactement. Lorsqu'on parle de causes démographiques. Vous savez qu'aujourd'hui, on assiste à un dépeuplement pour un remplacement. Il faudrait que les gens sachent ça. Et regardez bien, pour que, lors des élections, tout le monde a fait cause commune sur Likambwa Mabele. Donc, les élections se sont simplement jouées sur ce qu'on appelle l'identité nationale. Donc, sur ce qu'on appelle identité nationale. Sur Likambwa Mabele, un point, un trait. Et cela a entraîné l'adhésion de tout le monde. C'est la même chose. Mais maintenant, lorsque nous avons une orientation commune, une signification commune, nous regardons tous vers une même direction, s'agissant justement de cette guerre-là, il faudrait qu'il y ait des gens qui prennent la parole. Et la parole, on la prend de plusieurs manières. Vous ne pouvez pas dire qu'il y a une définition commune. Lorsque les gens marchent, vous les chargez. Vous les chargez. Au lieu de les encadrer, vous les chargez pour une cause commune. Ils n'ont pas marché pour une cause politique parce qu'ils ont besoin de venir au pouvoir, mais ils ont marché pour défendre les pays. Vous ne pouvez pas les empêcher. On a vu en France, lorsqu'il y avait des attentats, François Hollande, qu'est-ce qu'il a fait pour que ça devienne une cause commune? Il y a eu tout le monde, tous les Européens qui étaient avec lui, il y avait les anciens présidents qui étaient avec lui, ils ont marché, la foule était là. Qui a appelé cette foule-là? Lorsqu'on avait fermé la conférence nationale, qu'est-ce qui s'est passé? Pour que ça devienne une cause commune. C'est parce que l'élite a fait jonction avec la foule. Donc le public a fait jonction avec la foule. Et c'est ainsi, même si on doit regretter qu'il y a eu des morts, mais cela a donné des résultats escomptés. On a ouvert les portes. Donc c'est très important. Si les gens ne comprennent pas pourquoi ils doivent se battre, ce qu'on appelle la guerre des sens. Donc la RDC a un problème, c'est ce qu'on appelle la guerre des sens, la guerre symbolique, la guerre de l'imaginaire. Aujourd'hui, lorsqu'on dit qu'il y a des FDLR, non, parce qu'il y a les droits de poursuite des FDLR. Lorsqu'on dit, non, on est en train de chercher à préparer les génocides, c'est ça, c'est le sens que les autres donnent à cette guerre-là. Les autres donnent ce sens. Et regardez, ce sens-là est repris en boucle par les Américains, par les Européens, en boucle. Mais nous leur disons quoi sur cette guerre-là? Nous leur disons quoi? Mais comme eux nous donnent tort, il faudrait que notre population marche. Vous avez vu quand la population a marché, les diplomates, ce qu'ils ont fait. Et Bintou va dire quoi? Non, il faut faire attention lorsque vous touchez à la MONUSCO, voilà, ça devient un crime contre l'humanité. Mais les gens qui ont bombardé des populations civiles, des écoles, qui ont bombardé même la MONUSCO, vous avez suivi Bintou parler de crimes de guerre? Très bien, merci beaucoup. Donc c'est très important. Mes excuses, oui. C'est pour dire que nous devons imposer notre définition en nous de cette guerre-là.
Nous devons imposer. Et tout le monde doit se trouver pour une cause commune. Et ça se crée, ça se prépare, ça se dit. Donc c'est ce qu'on appelle les narratifs, les récits qu'il faut mettre en place. Quel est le récit qu'on doit mettre en place pour que les gens se mobilisent, pour que les gens soient soudés, que l'Ouest et l'Est se mettent ensemble, le Nord et le Sud soient ensemble. Quel est le discours qui les met ensemble? Quel est le discours qui fait en sorte que les gens se sentent unis? Que Lusenge ne vienne pas de dire, non, vous voyez, avec ça, les gens de l'Est et de l'Ouest ne peuvent pas être solidaires avec vous. Voilà. Merci beaucoup, le professeur Achille Bunjoko. Comme je vous avais dit, chers auditeurs, chers internautes au début, que c'est vraiment de la matière, il nous faut vraiment le temps. C'est pour ça que nous avons réservé trois épisodes pour en parler. On ne saura même pas terminer les 2 points aujourd'hui. Vous voyez, on a quand même dit l'essentiel. Je crois au prochain numéro, nous essayerons de terminer le 2e point. Et avancer au 3e et 4e point. Merci d'abord au professeur Achille Bunjoko d'avoir honoré à notre invitation, que je remercie encore. Merci à vous aussi, auditeurs. Comme je l'ai dit, il faut toujours noter. Vous notez à côté et s'il y a des commentaires, il faut toujours écrire. Même s'il y a des dénonciations, il faut toujours dénoncer. Laissez-nous en commentaire. Et ça va nous aider, c'est d'ailleurs de la matière qui va encore nous aider aussi les professeurs Achille dans ses recherches pour pouvoir nous sortir encore des nouvelles choses. L'émission se termine par là. On va se retrouver encore je crois que c'est vendredi. C'est pas ce vendredi, le vendredi en oui. Ça va nous aider pour terminer le 3e et 4e point et voir comment terminer les 6 points. C'est par là aussi que j'aimerais toujours que vous posiez des questions. C'est avec des questions, des interactions que ça aide vraiment. Aujourd'hui, on a eu beaucoup de messages, mais on n'a pas eu le temps de les lire, parce que le temps déjà nous est imparti. Et aussi, il y a beaucoup de choses que le professeur devait dire. Je crois à la prochaine occasion, au prochain numéro, nous aurons vraiment tout le temps pour lire tous vos messages qui nous entrent même jusqu'à présent. On va les lire et vous les répondre en boucle. Merci beaucoup de nous avoir soutenus. Merci beaucoup d'avoir suivi l'émission du début jusqu'à la fin. Partagez les liens. C'est la cause du Congo, comme m'a dit le professeur Achille. Partagez les liens pour que ça devienne encore un problème public. C'est ça aussi les problèmes. Quand vous partagez les liens, chacun de nous va suivre, même vos familles suivront. Et ça aussi, ça va rendre d'une manière ou d'une autre la guerre à l'est de la RDC un problème public. Quant à moi, je vous dis au revoir et on se retrouve le vendredi prochain.